J'appelle donc Pascal Marie, écuyer professeur, maître randonneur et président de la commission culture et histoire de la Fédération. Je vais essayer de vous parler de la politique culturelle fédérale. Alors, qu'est-ce que c'est une politique culturelle ? Et je parle devant le représentant du ministère de la Culture. Alors, vous voyez, on ne s'est pas concerté. Et là, je pars sans filet. Alors, moi, je vais donner le point de vue du sportif. Moi, je suis un sportif. Alors, je suis un écuyer sportif. Alors, faire une politique sportive, culturelle, dans une fédération sportive, c'est un peu comme faire une politique sportive dans une fédération d'activités culturelles. Vous voyez le truc. Alors, quand même, je vais essayer d'en parler. Mais avant, je suis obligé de faire quelques remerciements, quitte à faire des redites avec notre président, parce qu'il y a des gens qui nous aident d'une façon incroyable. Alors Frédéric Bouix, bien sûr, mais aussi, je ne sais pas si elle est là, Zoé Glévard et Mathias Hébert, qui sont des acteurs fédéraux du quotidien, qui nous aident, parce que Zoé, elle s'occupe de la communication, donc vous imaginez son importance pour nous. Il y a les membres de la commission fédérale, ils sont là, la plupart d'entre eux sont ici avec nous. C'est des gens d'un dévouement. Bon, aussi, ce sont des experts. Ils sont... Bon, ben voilà, je veux les remercier. Et puis, je veux vous remercier, vous, d'être là, vous, les intervenants, et vous, les auditeurs, parce que c'est notre récompense de vous voir là. Voilà, je voulais dire ça rapidement. Ensuite... la question de la politique culturelle. Alors, il y a une affaire qui tout à coup est arrivée dans le paysage, c'est l'inscription de l'équitation de tradition française à l'inventaire de patrimoine immatériel mondial de l'humanité à l'UNESCO en 2011. Ça a été un truc extraordinaire, parce que ça a généré tout un tas de réflexions. Et... ça nous pose un problème qui est finalement quel est notre lien avec l'équitation de tradition française. Donc le rôle de la commission, c'est d'essayer de voir tout ça. Vous voyez, ça c'est un peu en amont de la politique. Alors, qu'est-ce que c'est le projet d'une politique culturelle pour nous ? Eh bien c'est simple, c'est rendre aux cavaliers leur culture et le lien avec cette culture, et leur donner les moyens à tous les cavaliers français, à tous les enseignants d'équitation, à tous les clubs hippiques, les moyens de se réapproprier leurs racines le mieux possible, de puiser dedans et d'en profiter. Voilà. C'est mettre à disposition. C'est ça, notre politique culturelle, c'est ça qui résume. Donc c'est à la fois inventorier, mettre en forme, présenter, et à la fois transmettre, donner, trouver des moyens techno pour que les gens puissent y accéder, puissent en profiter. Et finalement, et c'est le plus dur, c'est générer du désir. C'est ça le problème. C'est de générer du désir. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'ils vont se régaler, donc ils n'ont pas spécialement envie, ils s'en foutent. Notre problème, c'est de passer par-dessus ça. Voilà. Alors, donc, il faut une stratégie. Alors, la stratégie, c'est d'un côté ce que la fédération peut faire, les moyens qu'elle... c'est organiser les journées culturelles fédérales. C'est des choses comme ça, c'est des événements. Et puis, c'est aussi, grâce aux présidents de comités régionaux et grâce aux gens qui sont sur le terrain, mettre en place des équipes régionales d'animation. Et on a une voie royale vers la culture qui est l'histoire. L'histoire régionale, déjà l'histoire sportive, elle est très courte, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans au maximum. Donc, on peut imaginer que dans toutes les régions de France, on reconstitue l'histoire, on aille poser des plaques sur les lieux importants, on enregistre le témoignage des survivants, enfin qu'on fasse un certain nombre de choses
Là, je vois Franck David devant moi. Il nous a fait une soirée extraordinaire le 1er décembre en Provence. Il a réuni tous les anciens et il leur a fait raconter comment les clubs hippiques se sont créés les uns après les autres entre 1930 et 1980. Tout ça a été filmé, enregistré et mis sur le site du comité régional. C'est magnifique. Bon, ben voilà, il faut faire des trucs comme ça. Donc l'histoire, ça peut être... C'est un premier pas. Après, on va aller plus loin, etc. Et puis, il y a une chose dont notre président a parlé tout à l'heure, qui est l'enquête Cantar. L'enquête que la fédération a voulu mettre en place sur les loisirs des Français et les comparer avec les désirs des cavaliers. Alors là, je vais m'arrêter à quelques secondes parce que je vais vous donner des chiffres, moi. Alors attendez, parce que là, je suis dans mes papiers, pas facile. C'est page 5. Alors, je vous donne les chiffres. 66% des Français jugent que la pratique des loisirs est une nécessité pour leur équilibre de vie et 39% jugent que cette pratique des loisirs, en général, est indispensable. Bon, ça c'est le premier point. 64% des Français jugent la relation à la nature nécessaire et 38% la jugent indispensable. 74% des Français ont une image positive de l'équitation. Vous vous rendez compte ? Il faut qu'on aille le dire partout quand même. Chez nous, nous on ne le sait pas. Et puis, parmi les répondants cavaliers à l'enquête, parce qu'il y a l'enquête auprès des Français et l'enquête auprès des cavaliers, 89% indiquent que c'est une activité qui permet de comprendre les chevaux et de bien s'en occuper. 84% jugent que c'est une activité tournée vers la nature. 86% qu'elle développe le sens des responsabilités. 83% estiment que cela apporte beaucoup de bien-être. Et 91% notent que c'est une activité mixte et que c'est donc un plus. Bon, je vous prends quelques chiffres, je ne vous donne pas l'enquête, parce que d'abord je ne l'ai pas, j'en ai une partie, et je vous donne ces premiers chiffres pour vous dire à quel point on est potentiellement dans la cible. Donc je ne commente pas trop ces chiffres. La seule observation que je m'autoriserai, à part constater l'évidence, c'est qu'il ressort de ces chiffres que les attentes du public débordent largement la pratique purement compétitive et sportive. On ne peut pas résumer l'équitation au sport. Pas possible. Ça, je le dis quand même depuis 70 ans, moi. Alors, depuis les années 2000, la fédération a construit un outil sportif extraordinaire. Eh bien, il faut continuer. Bon, ça, c'est un truc qui marche. Mais il faut aller au-delà, il faut faire autre chose. Il faut essayer de parler aux gens que ça n'intéresse pas. Il y en a plein. Alors, là, j'en arrive au deuxième point. Il faut parler des clubs. Les clubs, c'est eux qui fabriquent les cavaliers. Ils transforment des piétons en cavaliers. C'est eux qui inventent les cavaliers tous les jours. Et les centres équestres, ils sont souvent... On en parle mal. Souvent, les gens en disent « Oh, les moniteurs sont pas bons, les clubs sont merdiques, etc. » Bon, d'abord, c'est totalement faux. Les gens qui disent ça savent rien, n'ont rien vu, que dans leur petit coin, ils sont mal tombés. Et puis ensuite, ces clubs, c'est eux qui sont la source de la vie pour nous. Alors, ils ont un premier truc, c'est qu'ils ont une première caractéristique qui est extraordinaire et que les autres sports n'ont pas. On a, des lieux dédiés, c'est un atout majeur, avec la vie 24 heures par jour, tous les jours, 365 jours par an. On a des chevaux, donc des animaux, des grands animaux. On est le seul endroit où on peut toucher les grands animaux dans la France d'aujourd'hui. Et puis on a un encadrement professionnel qui a que ça à faire, c'est accueillir les gens et essayer de les régaler. Bon, eh bien, la réunion de ces trois atouts nous met dans une position stratégique incroyable, qui nous a d'ailleurs vachement réussi, sans qu'on fasse rien, jusqu'en 2007. Depuis 2007, c'est plus compliqué. Maintenant, on est en 2025. L'effondrement démographique, le vieillissement, tout ça, ça nous pose des problèmes. Or, l'équitation, c'est le sport pour tous par excellence.
C'est le sport pour les handicapés, c'est le sport pour les handicapés physiques ou mentaux d'ailleurs, mais c'est le sport des vieux, c'est le sport des jeunes, c'est le sport des filles, c'est le sport des hommes, des garçons, c'est le sport de tout le monde. S'il y a un sport pour tous, c'est bien celui-là. Bien plus encore que le vélo et tout ça. Mais sauf qu'on n'a que des petites filles. Bon, mais des petites filles, il en est un paquet de moins chaque année, donc on ne peut pas se contenter des petites filles. Voilà. Et alors, pour les gens qui trouvent qu'il faudrait diversifier leur public, il faut qu'ils se posent la question de la diversification. Diversifier le public, c'est diversifier l'offre. Et pour moi, diversifier l'offre, c'est arriver à une approche plus transversale et moins technicienne et verticale, et donc plus culturelle. Et alors là, je vais vous citer un personnage. Je ne vais pas vous parler de moi, mais je vais vous parler de mon prof, moi, Claude Roch, à Villeneuve-les-Avignon. Alors, c'est un truc totalement improbable. Un petit micro-ranch avec 5 chevaux dans la colline au-dessus de Villeneuve, dans la Garrigue, dans le Gard, au fin fond du Gard, près du Vaucluse. Un truc, 4 juments Camargue, un petit cheval barbe, même pas l'eau courante, fallait aller au village pour tourner la pompe pour faire boire les chevaux matin et soir. Et là, je suis tombé sur un... Moi, j'avais 13 ans, j'étais en culotte courte, et je suis tombé sur un grand type, très bon écuyer, bon cavalier, qui était le fils, en fait, je l'ai su après, c'est le fils d'un militaire, et passionné. Et ce mec, il avait tout lu. Et il ne m'a pas parlé de l'équitation comme d'une technique. Il m'a parlé de l'équitation comme une culture. Et il a été contagieux puisque je suis là aujourd'hui. Voilà. Et alors, moi, c'était un type qui avait des qualités humaines. Hein. C'est un grand type, un grand bonhomme. J'ai fini par avoir un truc freudien avec lui, je me suis disputé. Enfin, c'est pas tellement moi, c'est mes copains. Il m'a amené au monitorat, à l'instructorat, et au moment où je passais l'instructorat à Saumur, mes copains sont barrés. Et quand je suis rentré, je suis parti avec mes copains, j'avais 20 ans, bon, voilà. Mais on ne s'est pas fâché pour autant, et puis il est décédé. Mais je suis copain avec son fils, et puis je suis copain avec sa petite fille. Et avec sa petite fille, on a décidé qu'on allait écrire l'histoire du lieu. Bon, je parle de lui parce qu'il y en a plein des comme lui. Et il y en a aujourd'hui, il y en a ici, j'en vois moi là. Des Franck Navine, des Inès Ferté et compagnie, il y en a. Et il y en a plein. Et bien ces gens-là, il faut les fédérer, il faut les encourager. Mais personne, eux-mêmes ne savent pas souvent qu'ils ont des richesses extraordinaires entre les mains. Parce que dans les clubs, il y a un truc qui est un outil extraordinaire qu'on ne vend pas, à qui on n'accorde aucune valeur, et qui est certainement le plus important. On accorde de la valeur au cours, à l'heure de cheval. Mais le truc auquel on n'accorde aucune valeur, c'est la vie au club. Et la vie au club, c'est ce qu'on a de mieux. C'est ça qui permet de faire passer et la culture et tous les bienfaits du cheval. C'est là que les gens se transforment à l'intérieur. À cheval, il se transforme le corps. Dans la vie de club, il se transforme le cœur et la tête. Les lobes frontaux, là, comme dit Richard Lévy, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Cortex. Je vous conseille la lecture. Vous comprendrez comment on pense. Alors, voilà, ça c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Et j'arrive un point un peu stratégique, c'est que je vais rêver avec vous. La Fédé, elle a dépensé des sous pour faire une belle enquête. Cette belle enquête donne des résultats qui sont vachement intéressants. Et ben, on pourrait rêver, moi je vais rêver devant le président de la fédération, ça mange pas de pain, parce qu'il est tellement sympa avec moi qu'il ne va pas me taper dessus, mais on devrait faire le tour de France pour raconter cette enquête, analyser les résultats de l'enquête avec les gens, aller voir les dirigeants de clubs, les enseignants, faire des réunions dans toutes les régions pour expliciter cette enquête et expliciter les richesses, montrer les richesses qu'ils ont et dont ils ne se servent pas. Les directions qu'ils ne prennent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude.
et qu'on est tous un peu panurgiens. Si vous lisiez Richard Lévy, vous comprendriez qu'on est tous dans la pensée automatique tout le temps. Hein. Bon, et ben voilà, on est dans la pensée automatique. Et ben il faudrait maintenant que la démographie a changé et qu'on peut pas se contenter de parler aux petites filles. Et ben faudrait faire le tour de France, montrer les résultats de l'enquête et dire voilà des pistes, réfléchissez, soyez créatifs. Voilà, ah, c'est un rêve, mais bon, on a le droit de rêver. Même quand on est vieux, on rêve. Bon, bon. Voilà. Ma conclusion, je suis dans les temps, là. Je sais pas. Il me reste 1 minute. Ah non, mais pas 10 minutes, je ne veux pas vous tenir 10 minutes. Je vous ai dit l'essentiel. Moi, tout ça, ce que je veux conclure en disant, cette chose simple pour aller dans le sens de ce que pourrait être un tournant dans notre fonctionnement. Les professionnels, les grands professeurs d'équitation, François Lucas, qui est là, mon pote, bon, parce qu'on a tout fait ensemble. Serge Lecomte, qui n'est pas là, mais qui est aussi mon pote, et avec qui on a fait tellement de choses. Bon, tous ces gens-là, ils ont d'abord été des amateurs. On n'est pas, on n'est pas chirurgien amateur avant d'être chirurgien. Mais on est cavalier amateur avant d'être professionnel de l'équitation. Donc ça, c'est un fardeau qu'on traîne parce qu'on a tendance à se gourer entre le professionnel et le divertissement, quoi. Bon. Mais d'un autre côté, on a été amateur, on est devenu professionnel parce que pendant notre amateurisme, on a été transformé. On a été transformé pendant la vie de club. Un peu à cheval aussi, mais surtout, à mon avis, dans les contacts avec les enseignants, etc. Et finalement, les bienfaits du cheval nous ont permis de mettre du bien, du bon et du beau dans nous-mêmes et nous ont transformés au point qu'on en a choisi notre destin. Eh bien, ce processus-là, c'est la conséquence de l'usage que chacun de nous a fait de sa rencontre avec les bienfaits du cheval. Bon, très bien, on en a bien profité, c'est bien. Mais notre devoir, c'est de faire bénéficier des bienfaits du cheval aux gens qui viennent nous voir maintenant qu'on est professionnels. C'est ça. Et donc, c'est la vraie question, c'est pourquoi ça marche, pourquoi et qu'est-ce qui marche. Donc, c'est une vraie question qu'il faudrait se poser. Et ça peut être un sujet pour des 3e journées culturelles dans 2 ans. Bon. Ou dans d'autres instances. Mais il faut... Parce que les bienfaits du cheval, aujourd'hui, en 2026, ce n'est pas les mêmes qu'au XVe siècle. Les bienfaits du cheval, si on fait le tour des bienfaits du cheval aujourd'hui, ça nous donne les usages du cheval dans le monde contemporain. Voilà. Et en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On connaît à peu près ce qui se passe en France, mais autour, on ne sait pas trop. Alors, oui... mon épouse, qui est sociologue, cavalière, qui a été enseignante d'équitation dans sa jeunesse, elle dit un truc, et je conclurai là-dessus, c'est que s'il n'y avait pas la culture autour du cheval, le cheval, il serait moins intéressant qu'une vache. Tout simplement. Réfléchissez-y. Ça donne le vertige, mais c'est vrai. Et finalement, c'est la culture qu'on a construite autour du cheval qui fait que le cheval, c'est inspirant, c'est passionnant, etc. Alors, il est beau en lui-même, il n'a pas besoin d'être nous, comme l'a dit M. Gallet tout à l'heure, pour être beau, mais ça n'empêche que ce qui nous passionne, est-ce que c'est le cheval ou est-ce que c'est les gens qui sont autour? Vous voyez, ça dépend. Il y en a, c'est uniquement le cheval, mais ils sont un peu misanthropes. Et les autres, c'est les gens. Moi, quand je vois des visages ici, là, quand je les vois, rien que de les voir, ça me fait du bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie.